Je m'appelle Clément, j'ai 30 ans et il y a 4 ans, j'ai eu la chance un peu improbable d'intégrer l'équipe de campagne de Bernie Sanders. Je devais intervenir aujourd'hui avec la responsable digitale. C'est toujours difficile de résumer les titres des uns et des autres de la campagne, mais qui n'a pas pu être là, Winnie. J'espère que ça va quand même être intéressant pour vous. Du coup, ce que je vous propose, c'est que sur le écart qu'on a devant nous, je vais vous résumer en 10 minutes ce que j'ai fait là-bas en 2016 pour que vous compreniez pourquoi c'est moi qui tiens le micro. Ensuite, durant 10 minutes, je vais peut-être vous rebrosser le contenu de la campagne, les éléments structurants qui ont amené au paysage politique actuel du côté démocrate, mais pas que. Et ensuite, je terminerai cette première partie de l'atelier sur les perspectives pour 2020. Et puis surtout, après, l'important, c'est que la parole circule, que vous puissiez poser les questions que vous avez envie et que j'essaie du mieux possible d'y répondre. Voilà. Donc, rapidement, pourquoi je me suis retrouvé dans cette expérience-là, alors que vous le sentez à mon accent, j'ai pas grand-chose de l'oncle Sam. Je travaillais à l'époque pour une ONG dans le cadre de la COP 21, qui s'appelle Avaz, et dans cette ONG, mon boss était américain, il avait fait les campagnes d'Obama en 2008 et en 2012, et un peu sous l'angle de la blague, à la fin de la COP, je lui dis, alors c'est quoi ta prochaine campagne, Bernie ou Hillary? Et il me répond, moi je compte pas faire campagne cette fois-ci, mais si ça t'intéresse, je te mets en contact. Toi, tu préfères qui, Bernie ou Hillary? À l'époque, c'est une blague. Finalement, avec une pote, on se motive et on décide d'aller aider un mois à la campagne de Bernie Sanders en Iowa, et sur un dispositif très terrain, puisque à ce moment-là, en fait, on arrive, on est nourri partiellement, mais logé en tout cas chez l'habitant, et on bosse à temps plein pour la campagne en faisant du porte-à-porte, du phoning et de l'organisation de meetings. Ça dure durant tout le mois de janvier. On sent la vague populaire qui monte en faveur de Bernie Sanders. Et finalement, 1er février arrive, le caucus avec son système absolument délirant de vote. C'est un folklore assez particulier, parce que du coup, il n'y a pas d'anonymat, hein. Les gens sont dans une salle comme là, et à un moment, on dit qui est pour Bernie, qui est pour Hillary. Ceux qui sont pour Bernie vont à gauche, ceux qui sont pour Hillary vont à droite. Et puis, on compte à main levée, on reporte ça, on divise ça par le nombre de délégués à allouer dans ce qu'on appelle le precinct, qui est l'équivalent d'un canton ou d'une petite circonscription. Et puis tout le monde rentre chez soi, ce qui peut être très folklorique et sympathique dans un État rural, finalement assez consensuel comme l'Iowa, ce qui pose beaucoup plus de problèmes dans le deuxième État dans lequel je me suis retrouvé, qui est le Nevada, où les gens votent du coup dans les salles de casino, et le croupier vote devant le type qui tient la salle de blackjack du Bellagio, quoi. Et à ce moment-là, on a un peu plus de mal en fait à assumer à 100% d'être pour Bernie Sanders, et il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en compte pour avoir un vote honnête et franc. Du coup, on assiste à ce truc-là de manière assez stupéfaite, et contre toute attente, en tout cas on avait senti la dynamique venir, mais c'était quand même une surprise politique. Bernie Sanders et Hillary Clinton font quasiment jeux égales. Ils appellent ça une virtual tie. À l'époque, j'ai cru qu'on parlait d'une cravate digitale. En fait, ça n'a aucun rapport. C'est une égalité presque parfaite. Et le presque parfait a beaucoup de sens, d'importance, parce que finalement, on a traîné ce boulet des quelques points de retard durant toute la campagne, et il n'a fait que il n'a jamais été totalement résorbé. Et le lendemain, le directeur de campagne de l'État vient nous voir. Du coup, j'étais avec ma collègue et amie Flore. Il nous dit les franchises, vous avez fait du bon boulot. Est-ce que vous voulez devenir formateur de bénévoles? On lui dit oui, pourquoi pas. Ok, on vous envoie dans le Nevada demain. Et là, en fait, tu te rends compte que tu mets le pied dans un truc où tu maîtrises rien, parce que à part de choisir à peu près l'état où tu vas aller, tu choisis pas ta ville, tu choisis pas ta position, mais c'est juste que la campagne est tellement enthousiasmante que tu dis oui. Et puis, j'y ai perdu pas mal de mon épargne, mais à l'époque, j'étais quand même nourri et logé, ce qui permet de tenir sur la durée. Du coup, j'ai au total, sur l'ensemble de la campagne, fait 6 États à différentes responsabilités: Iowa, Nevada, Ohio. Et puis ensuite, je suis revenu pour la campagne de New York, de Pennsylvanie et de Californie. À l'époque, c'était vraiment juste parce que j'ai développé une addiction pour cette campagne, comme je pense beaucoup de gens là-bas. C'est peut-être le premier élément stupéfiant de la campagne de Bernie Sanders, c'est la capacité qu'elle a eue
a amené un grand nombre de personnes à mettre de côté leur vie personnelle, à mettre en jeu leur épargne et leur stabilité financière pour quitter leur job durant 3 mois, 6 mois, 1 an pour certains, et pour être bénévole à plein temps. Alors il y avait évidemment des salariés, hein. On est sur des masses de salariés surprenantes par rapport à un comparatif français ou européen. Au plus haut de la campagne de Bernie Sanders avait 1200 salariés. La campagne de Jean-Luc Mélenchon, je pense au plus haut, c'était maximum 50 et encore. C'est pour vous dire qu'on n'est vraiment pas sur les mêmes échelles en termes de salariés, en termes de bénévoles, en termes d'argent. La conquête de l'argent a été vraiment un enjeu structurant durant toute la campagne. Et c'est ce qui a en fait marqué le fait historique de cette campagne, c'est que Bernie Sanders, avec des petits donateurs, a réussi, du coup. Alors, souvent, on entend le chiffre de 27 $. Il est biaisé, parce qu'en fait, il est esthétique, il est très faible. Et Bernie Sanders aime bien rappeler qu'en 2016, il a eu des dons qui étaient en moyenne de 27 $. C'est des dons individuels, mais en moyenne, chaque donateur a donné 3 fois plus, parce qu'il a donné plusieurs fois. Donc, en fait, on est sur des dons plutôt en cumulé sur la campagne de 75 $. Mais au final, 75 $ fois des millions de personnes, ce qui fait qu'il a totalisé sur sa campagne 200, je crois que c'est 220, mais on va dire 200 millions de dollars. Et de manière surprenante, il a collecté en propre, à quelques millions près, un tout petit peu plus que les 200 millions de dollars d'Hillary Clinton. Mais ça aussi, c'est faussé. Parce que, en fait, quand on dit 200 millions de dollars pour la campagne en propre, on oublie que Bernie Sanders n'avait aucun groupe d'intérêt qui œuvrait en parallèle de lui pour financer des campagnes de désinformation ou en tout cas d'attaque à l'égard d'Hillary Clinton. Alors que ce qu'on appelle les super PAC, qui est un dispositif qui existe depuis le milieu des années 2000, et qui autorise des entreprises à financer des campagnes politiques au même titre que des individus. Donc ça s'appelle les super PAC. Et tant qu'ils ne sont pas explicitement coordonnés avec la campagne du candidat pour qui ils œuvrent, ben ils ont le droit de financer des pages de pub. Et ça, en fait, l'ensemble des super PAC pro-Hillary Clinton était aux alentours de 90 millions de dollars collectés. Donc en fait, elle avait beaucoup plus de moyens. D'autant plus que, même si au final on arrive fin juin avec la même somme d'argent, on a mis beaucoup plus de temps à la collecter, alors que Hillary Clinton avait ces moyens-là assurés depuis le début, donc une meilleure structuration de son financement. Voilà. Donc, et juste pour résumer ce que j'ai fait dans cette campagne, donc au début, effectivement, j'ai fait du porte-à-porte. Ça a donné des scènes relativement cocasses où tu frappes à la porte, tu dis « Bonjour, je m'appelle Clément », avec ton accent français horrible. « Bonjour, je m'appelle Clément, je suis là pour Bernie Sanders ». Et le mec de l'autre côté écoute sa télé, il te fait « Il habite pas ici, désolé ». C'est l'autre élément qui a été en fait exacerbé durant la campagne de 2016. C'est l'inéquité d'accès aux médias. Les études se sont après, les écarts se sont réduits, mais on considère que durant la période qui va de l'ensemble de la durée de 2015 jusqu'aux 3 premiers mois de 2016, le temps d'antenne de Bernie Sanders sur les chaînes de médias nationaux est 4 fois plus faible que celui d'Hillary Clinton. On trouve ça injuste et en fait, il y a une couche de plus, c'est que le temps d'antenne de Hillary Clinton sur les médias nationaux est 4 fois plus faible que celui de Donald Trump. Et là, en fait, ça amène à se poser la question de qui est vraiment coupable de l'élection de Donald Trump. Parce que malgré toute la version qu'on peut avoir pour Hillary Clinton, c'est stupéfiant que quelqu'un de la stature internationale, de la compétence d'Hillary Clinton, même si on peut être vraiment en désaccord sur la manière dont elle pose sa politique, que cette personne-là ait été au coude à coude avec un guignol, mythomane, misogyne, raciste, aux propos incohérents, qui souvent se contredit en une demi-journée. Il n'y a rien qu'à voir la manière dont son staff en fait, a du mal à le tenir maintenant qu'il est à la Maison-Blanche. Et effectivement, il y a eu une ingérence russe. Il est important qu'elle soit investiguée, inventoriée pour que, comme toute ingérence d'ailleurs, qu'elle soit américaine, russe ou française, elle soit minimisée parce qu'il n'y a pas de légitimité à un État extérieur à influencer une élection nationale. Néanmoins, cette ingérence russe n'est qu'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase à un moment où la démocratie américaine était particulièrement faible. C'est l'autre enseignement que je voudrais partager avec vous, c'est que souvent de l'extérieur, même de l'intérieur pour les plus vindicatifs, on a le sentiment que la campagne de Sanders s'est fait voler la victoire, qu'il y a eu des triches, que ça a été injuste.
Alors oui, ça a été injuste, mais c'est encore une fois malheureusement plus complexe que ça. Parce que même s'il y a des votes qui ont disparu, à New York, il y a, je crois, 150 000 votes qui ont été supprimés en quelques clics par un outil dit... Enfin, parce qu'en fait, il y a des votes qui sont comptés de manière informatique. Et il y a une nana du Parti démocrate qui avait fait une fausse manip. Est-elle volontaire, est-elle involontaire? Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas été punie pour ça. Et, mais 150 000 votes, c'est rien. Et c'est pas ça qui manquait à Bernie Sanders pour gagner New York. Et de la même manière qu'il y a eu plein de triches en Iowa qui ont peut-être fait la bascule, mais de toute façon, Hillary Clinton serait repartie de l'Iowa avec plus de délégués de Bernie Sanders parce qu'il y a un dispositif de super délégués qui sont en fait des élus ou des figures imminentes du Parti démocrate qui ont le droit de voter sans être liés au vote populaire. Sans être liés au vote populaire, alors que certains sont des élus, donc il faut aussi limiter l'image injuste qu'on a de ces gens-là. Et quoi qu'il en soit, en fait, je pense que ce qu'a révélé la campagne de 2016, c'est toutes les faiblesses du système prétendument démocratique d'élection de primaire au sein du Parti démocrate, et a amené, en fait, depuis 4 ans, le Parti démocrate à se re-questionner sur ça, et c'est pour ça qu'on peut avoir bon espoir pour que 2020 se passe de manière plus fluide, plus équitable que 2016. La mesure principale, il y en a deux. Donc, la première, c'est que les superdélégués ont aujourd'hui un poids différent, plus faible. Ils ont été réduits dans leur nombre. Donc, je n'ai pas le détail, mais en gros, les membres de représentants et du Sénat ont encore ça, mais il y a plein d'autres élus moins importants qui n'ont plus ce droit de participer au vote à la Convention démocrate en juillet. Et surtout, ils ont été réduits dans le moment où ils ont le droit de s'exprimer. Donc, ils n'ont toujours pas de devoir de réserve, ce qui est très problématique parce qu'ils participent quand même à un relais médiatique de tel ou tel candidat. Néanmoins, en fait, donc, les votes s'écoulent de début février jusqu'à fin juin. Et en juillet se passe la Convention démocrate. Et à la Convention démocrate se retrouvent tous les délégués élus sur les 50 États durant les mois précédents pour voter ensemble. C'est à ce moment-là, du coup, que les superdélégués d'habitude s'exprimaient. Et cette fois-ci, ils vont pouvoir s'exprimer qu'au deuxième tour. C'est-à-dire que le superdélégué n'aura de poids, n'aura d'influence dans la décision finale que s'il n'y a pas déjà une majorité franche et absolue en direction d'un candidat. C'est chouette parce que ça va éviter de biaiser le vote populaire, mais au final, il y a de grandes chances pour que 2020 se passe de manière dans ce qu'on appelle une contested convention. Je vais y revenir. Le deuxième aspect que la campagne de Bernie Sanders a radicalement fait changer, c'est la pensée politique. Et c'était assez enthousiasmant de voir ça de l'intérieur. J'ai eu la chance de rencontrer par dizaines des gens qui me disaient « je n'ai jamais été engagé en politique alors que j'ai 35 ans » ou « je ne me suis jamais engagé en politique depuis 1968 ». Et du coup, moi, naïf, je leur dis « ah ouais, c'était pour Kennedy ?» le frère, hein, parce que l'autre avait déjà été buté. Robert Kennedy qui s'est fait en fait assassiner en cours de campagne en 68 et qui en fait était un Macron bis, et du coup, pour ces gens-là, n'était pas du tout suffisamment de gauche. Non, c'était pas pour Kennedy, c'était pour McGovern. Alors du coup, j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que les types aussi se revendiquaient comme socialistes, etc. Mais ça a été stupéfiant de voir dans le pays des abstentionnistes, des républicains convaincus, des gens qui n'avaient jamais voté, ne s'étaient jamais intéressés à la politique, décider de venir voter, de venir militer et de donner de l'argent pour ce candidat qui était Bernie Sanders et qui a redonné toute leur lettre de noblesse au terme de socialisme, au terme d'oligarchie et qui, en fait, n'a fait qu'une seule chose, c'est-à-dire répéter ce qu'il proposait depuis 30, 40 ans. Parce que Bernie Sanders, aujourd'hui, a 79 ans, il est dans la vie politique depuis la fin de sa trentaine. Il a commencé à l'échelon de maire dans la ville de Burlington, au Vermont, et ensuite il a été représentant de son État et ensuite sénateur. Néanmoins, si vous regardez les vidéos d'archives, ce qui est drôle, c'est qu'il a toujours eu l'air vieux. Et en fait, il est arrivé sans se demander si il allait gagner avec cette technique de petit donateur et sans se demander s'il allait avoir la majorité avec ce programme politique.
Mais juste, il était convaincu que la seule chose honnête qu'il pouvait faire, c'était de se financer par des gens qui n'allaient du coup pas, dont il n'allait pas dépendre et qui n'allaient pas influencer son programme politique, et c'était de porter les idées auxquelles il croyait depuis le début. Ce qu'on voit aujourd'hui, donc la primaire démocrate pour 2020 a commencé officiellement dans les débats là en juin dernier. Il y a eu les premiers débats en juin, il y en a eu un deuxième en juillet, il n'y en a pas en août, mais il y en aura en septembre. Mais les candidatures sont lancées depuis plus longtemps. Pour les grosses têtes d'affiche, on considère que ça s'est lancé à partir du 31 décembre dernier, quand Elizabeth Warren, qui est une sénatrice de l'État du Massachusetts, a annoncé qu'elle se lançait dans la course. Depuis, on a eu Joe Biden, on a eu Bernie Sanders, on en a d'autres, et je vais revenir là-dessus. Mais il y a aussi des gens qui sont dans la course depuis juin 2017. C'est le cas d'un type qui s'appelle Andrew Yang, qui est un entrepreneur de la Silicon Valley, qui porte dans son programme la mesure du, il appelle ça le Freedom Benefit, c'est le revenu universel, c'est juste qu'il l'a renommé d'une manière intéressante d'un point de vue marketing. Oui, pourquoi je disais ça? Oui, parce que du coup, en fait, dans cette primaire qui commence, on se rend compte que les positions politiques qui sont proposées par Bernie Sanders ne sont pas nécessairement hégémoniques, au sens où tout le monde n'est pas d'accord avec, mais tout le monde est obligé, voire sommé par tant les militants que les candidats, par les journalistes, de se positionner à ce sujet-là. Et que ce soit pour la couverture de santé universelle, que ce soit pour la gratuité de l'université, ou que ce soit pour son plan de transition énergétique qu'ils appellent le Green New Deal, en référence au New Deal de Roosevelt. C'est des propositions qui aujourd'hui font le positionnement et créent les clivages politiques au sein du Parti démocrate, alors qu'en 2016, il avait dû ramer comme pas deux pour apporter de la crédibilité à ce programme-là. Du coup, aujourd'hui, on a 25 personnes qui sont candidates à la présidence du côté du Parti démocrate, 6 femmes et 19 hommes, plusieurs personnes issues des minorités. On a notamment pour la première fois un candidat qui est ouvertement revendiqué comme homosexuel, qui est candidat à la Maison-Blanche, qui s'appelle du coup Pete Buttigieg. En termes de minorité, au passage, ce qui est amusant, c'est que quand Bernie Sanders a gagné la primaire du New Hampshire en 2016, c'était la première fois qu'un juif gagnait une élection dans le cadre de l'élection présidentielle aux États-Unis. C'est pour vous dire que même si effectivement il a l'air d'un vieux mâle blanc, lui aussi pose ses crans en termes d'accès des minorités à une représentativité politique. Donc on a Pete Buttigieg, on a évidemment l'héritier des ères Obama, Joe Biden, qui a aujourd'hui 76 ans et qui porte un programme centriste sans grand remous, qui est aujourd'hui favori des sondages. Ce qu'a prouvé la campagne de 2016, c'est que les sondages ne veulent rien dire à un an de l'élection, donc c'est une bonne chose. D'autant plus qu'en fait, Biden a tout à perdre à cette primaire, parce qu'il ne construit aujourd'hui sa popularité que par la renommée qu'il a des années Obama. Mais en fait, toute vidéo d'archives qui ressort, toute proposition politique qu'il porte, qui sont finalement trop centristes pour aujourd'hui créer une dynamique de débat intéressante, sont des choses qui lui font perdre des électeurs. Et on l'a vu en juillet, il y a eu un débat très intéressant où Kamala Harris, qui est sénatrice de Californie et qui est aujourd'hui candidate aussi, Kamala Harris qui a la particularité d'avoir un profil qu'on considère comme issu des minorités, puisqu'elle est d'origine partiellement indienne et hawaïenne, si je voudrais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà, elle est d'apparence racisée, ce qui est un point encore structurant aux États-Unis, et qui a interpellé en fait Joe Biden sur son racisme latent dans plusieurs décisions politiques qu'il avait prises dans les années 80 et 90, et dans ses accointances amicales et politiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le type qui a été le vice-président ce qu'on définit parfois, ce qu'on résume parfois trop facilement comme le premier président noir des États-Unis, alors qu'Obama est métis, et ça joue sur beaucoup de choses, et ben en fait, finalement, même ce type-là peut être mis en cause sur ses positions racistes. Et donc, rien n'est joué. La primaire est très ouverte. L'autre élément qui va faire que la primaire est très ouverte, c'est que l'ordre des États est différent. Et je vais peut-être conclure là-dessus avant de vous laisser poser les questions que vous souhaitez. En 2016, donc, à part les 4 premiers États, qui sont l'Iowa, premier lundi de février,
Le New Hampshire, deuxième mardi de février. Et ensuite, le Nevada et la Caroline du Sud, dans cet ordre-là, systématiquement. À part ces quatre-là, tous les autres États peuvent changer leur position dans le calendrier des primaires. Et ce changement-là est lié à des négociations entre les représentants au niveau des États, donc pas de l'État fédéral, mais des 50 États des États-Unis, des partis démocrates locaux, et le DNC, qui est en fait l'organe qui chapeaute tout le fonctionnement du Parti démocrate. En 2016, Hillary Clinton, qui avait déjà prévu de candidater depuis le lendemain de la victoire d'Obama en 2008, et qui du coup avait ses équipes constituées, notamment en Iowa, depuis 2013, en 2016, du coup, Hillary Clinton, qui tenait la machine démocrate, a réussi à organiser le calendrier en sa faveur. Quand je dis Hillary Clinton, je simplifie. C'est en fait l'ensemble des gens qui étaient en faveur d'Hillary Clinton ont joué dans le même sens, d'une manière coordonnée, pour que l'ordre des États soit en faveur d'Hillary Clinton, c'est-à-dire que les États où elle avait le plus de chances de gagner soient les premiers, pour décourager ses opposants potentiels. Ce calendrier a été décidé pour beaucoup avant que Bernie Sanders candidate. Donc ça n'a pas été pensé contre Bernie Sanders, ça a été plutôt pensé en faveur d'Hillary Clinton. Et c'est pour ça qu'en fait, on a commencé la primaire durant les 3 premiers mois avec beaucoup d'États du Sud, notamment du Sud-Est des États-Unis, anciens États esclavagistes, où il y a encore beaucoup de populations particulièrement réactionnaires et où même les démocrates ne sont pas les démocrates les plus progressistes. Gagner dans ces États-là n'avait pas vraiment d'impact particulier sur sa crédibilité en tant que candidate pour 2016, pour la générale, mais en revanche avait un impact moral fort sur les troupes de ses opposants, et tant sur ses troupes militantes que sur ses troupes financières. Et c'est justement parce que Bernie Sanders était financé par des millions de petits donateurs que sa campagne a pu ne pas s'essouffler, alors que sinon, quand vous êtes financé par des grands donateurs, au bout de 5, 10, 15 défaites, ils viennent vous voir, ils vous disent « vous êtes sympa, mais on ne va pas remettre au pot ». Parce que vous nous dites que vous allez continuer à gagner, enfin que vous allez vous mettre enfin à gagner, sauf que nous, on a déjà dépensé 15, 20, 30 millions de dollars. Et en fait, le 15 mars, j'étais moi en Ohio, on a perdu l'Ohio, une vraie claque, et on a perdu ce jour-là, je crois, 4 des 5 États qui étaient en jeu. Et le 15 mars, la campagne de Sanders dit on est au point de plus haute zone de la campagne d'Hillary Clinton, on va faire que remonter dorénavant, et le 6 juin, victoire en Californie, on passera majoritaire dans les délégués. Ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que sur l'ensemble des 3 mois qu'on suivi, la prédiction qui était annoncée par Jeff Weaver, qui était le directeur de campagne à l'époque, s'est avérée juste, c'est-à-dire qu'on a gagné chaque fois plus de délégués qu'Hillary Clinton sur la deuxième partie de la campagne. Et donc en fait, si on avait joué la campagne dans l'ordre inverse de l'agenda, si ça se trouve, on aurait gagné. Il y a plein de choses qui auraient changé, donc je n'ai pas envie de dire que si ça avait changé, on aurait gagné. C'est malheureusement multifactoriel, ou heureusement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, dans les premiers États, il y a la Californie. La Californie, c'est un énorme paquet de délégués, je crois que c'est 350. Et ça va du coup faire que sur les 25, il y en a plein qui vont avoir des délégués. Et du coup, on va avoir durant longtemps une course avec plus de 2 candidats. Alors qu'en fait, dès le soir de la victoire de l'égalité en Iowa, on s'est retrouvé en face à face avec Hillary Clinton. L'autre candidat en l'occurrence a abandonné. Et ça va nous amener en juillet 2020 à une convention qui a toutes les chances d'être contestée parce qu'il n'y aura pas de majorité absolue en faveur d'un candidat. Et là, du coup, il va y avoir des alliances. Ce que je veux dire en conclusion par ce point, c'est que encore moins qu'en 2016, on n'a pas les moyens aujourd'hui de dire qui va gagner. On n'a pas les moyens de dire si Trump va gagner. On n'a pas les moyens de dire ça tout simplement parce que s'il y a une crise économique entre maintenant et novembre 2020, tout l'argumentaire de Trump, comme quoi il a fait que l'Amérique était great again, va s'effondrer. L'important, c'est surtout du coup de suivre cette primaire en étant au fait des singularités de cette course de chevaux qui est en fait plutôt une course d'obstacles. Et si vous avez les obstacles en tête, j'espère que vous aurez plus de chances du coup de comprendre les dynamiques. Et voilà. Et c'est du coup petite parenthèse propositionnelle, sinon je vais oublier et mon éditeur qui au premier rang va m'en vouloir. Du coup, pour raconter ça, ce qui s'est passé en 2016, les rencontres que j'y ai faites, le fonctionnement de la primaire à l'époque, les évolutions d'ici là, et ce qu'on peut penser pour 2020, j'ai écrit un bouquin au cours de l'année passée qui s'appelle Democracies et que vous pouvez acheter à la librairie de la France Insoumise dehors, qui s'appelle Democracies. Ok, pardon.
Très bien. Du coup, je vous propose de prendre vos questions et je vais faire en sorte de parler moins vite et d'articuler encore mieux. Le micro bouge pas, alors du coup, vous pouvez poser votre question, je la reformule comme ça, on entend la vidéo. Merci. Alain Toulouse. La dernière photographie sondagière, apparemment, c'est Biden, Sanders et Warren, dans l'ordre, hein, c'est ça, hein. Est-ce que dans le process des primaires, si à un moment donné, bon, cet ordre était gardé, quand on somme finalement les voix de Warren et de Sanders, bon, ils sont majoritaires par rapport à Biden, est-ce qu'il y a la possibilité de se désister? Est-ce que ça pourrait être envisagé ou autre? Comme on avait un temps vraiment conséquent pour les questions et que j'ai pas envie d'en oublier et que j'ai pas de papier, je vais répondre au cas par cas. Mais en revanche, on va faire comme dans tous les autres assemblées, on va alterner un homme et une femme dans les questions si ça vous va. Donc, la primaire démocrate, contrairement à la primaire républicaine, se fait dans un mode de scrutin qui alloue les délégués à la proportionnelle. Ça change énormément de choses parce que du côté républicain, pour la plupart des États, du coup, il suffit d'être majoritaire à la majorité relative pour emporter l'ensemble des délégués de l'État. Là, en l'occurrence, typiquement pour le cas de la Californie, on peut vraiment exploser les 350 délégués de manière proportionnelle au vote, si tant est que le candidat dépasse 15% des votes. Parce que le but, c'est quand même pas non plus de l'émietter. Du coup, pour répondre à votre question sur Warren Sanders. Warren Sanders, aujourd'hui, donc Elizabeth Warren, la sénatrice de l'État de Massachusetts, qui en 2016 a pas osé explicitement soutenir Bernie Sanders durant la campagne et qui en fait, juste pour expliquer pourquoi aujourd'hui elle est aussi forte dans les sondages, donc en 2016, Warren fait partie du Parti démocrate, Bernie Sanders est extérieur au Parti démocrate, il est indépendant. Et les progressistes du Parti démocrate demandent globalement à Warren de se lancer dans la course face à Hillary Clinton. Warren décline. On peut imaginer que c'est pour deux raisons. Et la première, c'est que elle voulait, j'imagine, éviter de faire un combat de femmes alors qu'on avait pour la première fois la possibilité d'avoir une candidate démocrate femme à la Maison-Blanche. L'autre élément, c'est que, et la campagne de Sanders l'a prouvé, il n'était pas rationnellement envisageable de tenir tête à la machine Clinton et que du coup elle a voulu, j'imagine, s'éviter une bastonnade qui de toute façon serait soldée par une défaite. Néanmoins, elle aurait pu soutenir Sanders, elle l'a pas fait. Ça lui est aujourd'hui encore largement reproché par une partie de l'électorat le plus fidèle à Bernie Sanders. Bernie Sanders et Elizabeth Warren aujourd'hui sont sur des électorats relativement différents si on étudie les profils sociologiques dont nous font part les sondages avec toutes leurs limites. On est sur un électorat plus populaire et jeune pour Sanders, plus CSP+, et relativement plus âgé pour Elizabeth Warren. Ce qui, du coup, rend d'autant plus attirant l'idée d'une fusion au sein d'une seule candidature. Pour le moment, comme on est à la proportionnelle, ils ont tout intérêt à rester tous les deux en liste le plus longtemps possible, tant qu'ils ne se mettent pas sur la figure, et que du coup, ils gagnent finalement 2 fois plus de temps d'antenne que si c'était que Sanders ou que Warren. Quand on fait campagne, on peut décider d'abandonner la course, parce qu'on n'a vraiment plus les moyens et qu'on sait qu'on n'a aucun poids. Et dans ces cas-là, on libère les délégués qui ont été élus pour nous de leurs contraintes de vote. Et du coup, ces gens-là arrivent à la convention libres de savoir pour qui ils vont voter. D'ailleurs, les quelques délégués qu'avait eu Martine O'Malley, pour certains, se sont abstenus à la convention de 2016, où on peut suspendre sa campagne et du coup, on garde les délégués. C'est juste qu'on arrête de faire campagne dans les États suivants. J'imagine que c'est du coup cette disposition-là qui va être choisie si l'un des deux doit abandonner avant la fin du vote du dernier État, qui est en fait pas un État, puisque c'est le district de Washington DC qui vote en dernier, et qui du coup vont arriver à la convention en position de négociation de ces voix-là. Et c'est là où en fait, ce qui tient d'un folklore surprenant, où on élit des gens qui 6 mois après vont devoir se pointer physiquement dans une réunion qui d'habitude ressemble juste à un feu d'artifice et à un congrès un peu mou,
va avoir cette fois-ci une importance fondamentale, c'est que ces gens-là vont être des ambassadeurs de négociation pour leurs candidats. Et sur les 4 ou 5 qui vont probablement rester sur la fin, on va avoir des tractations énormes. Ce qui est amusant au passage, c'est que comme le but de la Convention nationale, c'est de faire émerger une candidature de rassemblement, il est possible que la personne qui soit désignée ne soit ni la personne qui est en tête relativement, ni même un des finalistes de la primaire. On l'a oublié, mais en 2016, quand le Parti républicain, à un moment, a eu un éclair de lucidité en se disant on ne peut vraiment pas laisser Trump gagner, ils avaient hésité à demander à Ryan, qui était à l'époque le chef de la Chambre des représentants, de se présenter à la convention républicaine et par des tractations internes, de lui donner la nomination alors qu'il n'avait pas été élu. Alors qu'il n'avait pas été candidat. De la même manière, Joe Biden aurait pu en 2016, si Hillary Clinton avait été ce qu'on appelle indicted, c'est-à-dire inculpé, en tout cas plutôt mise en examen, il y a une porosité aussi dans ces termes-là, et du coup n'avait pas pu se présenter à la convention. Comme l'establishment démocrate n'avait vraiment pas envie de Bernie Sanders, ils auraient fait des pieds et des mains pour que les gens qui avaient été délégués pour Hillary Clinton votent pour Joe Biden, même s'il n'avait pas été candidat. Voilà. Du coup, oui, on peut imaginer une alliance, ça va être complexe, et ce qui est sûr, c'est que pour le moment, ils mènent une campagne intelligente ensemble, c'est-à-dire que dans le débat de juillet, les commentateurs ont été très surpris de voir qu'ils ne se sont pas mis sur la figure, mais qu'ils ont fait front commun contre les O'Rourke, Biden, etc. Et ça a relativement bien marché, puisque du coup, pour le moment, les deux continuent à monter dans les sondages. Merci. Donc j'imagine que votre livre, d'une part, expose toute cette particularité du système américain, qui est très éloigné du nôtre, avec le poids de l'argent en plus. Mais je m'interrogeais, moi, sur cette expérience que vous avez vécue. Bon, j'ignore si vous militez auprès d'une structure, d'un parti, d'un rassemblement, et pour la France Insoumise, par exemple, mais ça doit être très enrichissant et bourré d'enseignements aussi, et de vous lire et de discuter avec vous par rapport aux campagnes qui vont se mener. Nous aussi, on a des échéances en 2020. Donc, quel enseignement tirez-vous, vous, par rapport à ce que vous avez vécu là-bas et aux enjeux qui sont à venir en France, si ma question n'est pas trop indiscrète? En 2016, du coup, je suis rentré fin août, et à l'époque, je pensais encore que Jean-Luc Mélenchon mangeait les enfants. Et j'ai mis du temps, en fait, à me départir de cette idée-là. Comme beaucoup de gens incertains, c'est la vidéo où il est interviewé par Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, où il explique ces 10 mesures, qui, moi, m'a fait réaliser qu'en fait, non, ce n'était pas un vampire tortionnaire, mais qu'il y avait quelque chose à faire avec le programme de l'avenir en commun. Je me suis engagé tardivement dans la campagne présidentielle, et qui, de toute façon, en fait, notamment parce que Sofia Chikirou avait été là-bas pour observer les méthodes de mobilisation de Sanders, c'était déjà largement inspiré des outils, notamment des outils numériques, développé par la campagne. Ce qui a été intéressant dans la campagne de Sanders, c'est qu'ils ont transformé la mobilisation citoyenne nécessaire à la mobilisation électorale en un jeu. Et typiquement, il y avait un outil digital qui s'appelle le Phone Bank, où en vous loguant sur un site internet et en synchronisant votre téléphone portable avec ce site internet, vous pouviez participer à un centre d'appel dématérialisé pour appeler des gens qui étaient des potentiels électeurs de Bernie Sanders pour les convaincre de voter pour Bernie Sanders. Cet outil-là, qui a permis du coup de toucher des dizaines de millions de personnes aux États-Unis, était lié à une carte interactive où vous voyez un peu comme sur un jeu de bataille informatique des points qui allaient des gens qui émettaient des appels vers les lieux où ils appelaient des militants. Et du coup, cette carte où en plus il y avait un compteur sur le côté du nombre de personnes appelées, du nombre de personnes identifiées, etc., avait un côté tout à fait addictif dans le jeu de je vais convaincre d'autant plus de personnes, et on avait l'impression d'assister à une bataille navale. Un autre élément aussi qui a participé à cette... c'est un peu étrange de le dire comme ça, mais gamification de l'engagement politique, c'est la méthode de don. La campagne de Bernie Sanders, du coup, s'est reposée de manière importante sur des micro-dons qui, en fait, à chaque fois que vous donniez sur le site, on vous proposait de partager avec vos amis la bonne nouvelle que vous veniez de donner
X dollars à Bernie Sanders. Et ça, en fait, ça donne un processus d'émulation collective qui fait cet effet boule de neige. Typiquement, le soir de la victoire du New Hampshire, Bernie Sanders arrive sur scène, il fait ses remerciements d'usage, et il dit, sans la nommer, parce qu'en fait, à l'époque, Hillary Clinton part le soir même en avion pour New York, pour le lendemain être un rassemblement de type à Wall Street pour faire une levée de fonds. Et il dit, moi, demain, je vais à New York, mais je ne vais pas à New York pour faire une levée de fonds, je vais à New York pour rencontrer des électeurs, parce que ma levée de fonds, je vais la faire ce soir. Je vous demande à tous, vous qui êtes devant la télé et qui trouvent que le programme que je viens de défendre est pertinent, d'aller sur berniesanders.com/donate et de donner la somme que vous voulez. Le serveur a craché dans l'heure qui a suivi. On a récolté plus de 125 000 dons et 5,5 millions de dollars dans la nuit et dans les 24 heures qui ont suivi. Et ce que je veux dire, c'est que c'est des outils d'émulation collective qui ont été développés, qui sont cependant compliqués à adapter au contexte français. Pour 2 raisons. La première chose, c'est qu'en France, on bénéficie d'un système de financement électoral qui est remboursé par les deniers publics quand on dépasse un certain taux, et que du coup, c'est aujourd'hui peu usité de faire à ce point appel à la générosité du public. Au passage, on remarquera que pour la campagne des européennes, la France Insoumise a créé un dispositif tout à fait innovant d'emprunt populaire où on pouvait du coup soutenir. Donc, encore une fois, on s'en inspire, mais en l'adaptant. L'autre élément, c'est que la RGPD et globalement la protection des données en Europe, et on peut s'en satisfaire par plein d'aspects, protège le listing d'opinion politique, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, moi, quand je suis arrivé et que j'avais face à moi la base de données, je pouvais rechercher les gens s'ils avaient voté, ou en tout cas s'ils avaient annoncé qu'ils allaient voter pour Obama en 2008, en fonction de leur religion, en fonction de leur sexe, en fonction de leur âge, en fonction de leur profession, en fonction de leur signe du zodiaque. Surprenant ce truc, hein. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre. Tout ça pour dire qu'il y a plein d'outils qui sont très intéressants, mais qui ne sont pas transposables immédiatement. Et je pense qu'en tout cas, ce qui a été transposé en 2017 dans la campagne présidentielle, c'était l'idée de se dire on a un programme qu'on trouve cohérent, qu'on ne va pas lâcher, et on va le défendre comme tel, et c'est parce qu'on a l'enthousiasme populaire et on va dire l'imaginaire collectif qu'on a envie de porter et qui est enthousiasmant, qu'on va aller au plus haut. Après, les 2 campagnes se sont confrontées à un mur médiatique assez stupéfiant, sur lequel on a, du côté de, en tout cas Sanders, beaucoup développé des alternatives médiatiques qui sont pas du tout des outils, enfin on parle de RT, mais c'est très marginal, du coup de Russia Today, mais il y a plein de sites et de chaînes YouTube d'opinion politique qui ont du coup gagné en visibilité médiatique en 2016 et qui aujourd'hui continuent à structurer la pensée politique progressiste aux États-Unis. J'ai du mal à voir aujourd'hui quels sont les outils qu'on peut développer à l'échelle locale pour s'inspirer. Ce qui est sûr, c'est que la campagne qui vient va développer aussi son lot d'innovation et qu'elle ne sera en rien une répétition de 2016 dans les outils, parce qu'aujourd'hui, ces outils-là ont été massifiés. On a un type qui s'appelle Beto O'Rourke, qui a un programme tout à fait centriste, mais qui en fait avait le positionnement politique intéressant d'être un candidat démocrate au Texas qui a failli battre, vous l'avez, Ted Cruz, et qui du coup aujourd'hui arrive dans la campagne en tant que candidat comme quelqu'un qui a une capacité de rassemblement et qui a mené une grande partie de sa campagne au Texas par des microdons. Aujourd'hui, il a quand même, je crois, 8 milliardaires qui le soutiennent. Hein. Donc, ce n'est pas non plus du microdon systématique pour Beto. Pareil, c'est un élément qui crée une énorme différence et qui est en rien transposable en France. C'est que le New York Times a fait un classement des 25 candidats en fonction du nombre de milliardaires qui les soutenaient. Pete Buttigieg, du coup, que je vous évoquais tout à l'heure, a 23 milliardaires qui le soutiennent. Joe Biden en a 13, Beto en a du coup 8, Elizabeth Warren en a 2, et il y a 5 candidats, dont Bernie Sanders, qui en ont 0. C'est assez symptomatique.
Tulsi Gabbard a un profil particulier, notamment sur son rapport au Moyen-Orient. Quelques petites questions, 3 petites questions. Déjà sur ton livre, est-ce qu'il est traduit en anglais du coup, américain? Ton livre, est-ce qu'il est traduit? Ok, ça marche. La deuxième, c'est sur le film, je ne sais pas si tu l'as vu, Fahrenheit 11/9 de Michael Moore, qui comporte sur le film de comment Trump a acquis le pouvoir, entre guillemets. Qu'est-ce que tu en penses, voilà. Et 2020, tu y participes du coup, Shikiru aussi ou pas, voilà. Le bouquin n'est pas encore traduit. On a fait un crowdfunding pour financer son impression et une partie de sa traduction. Sauf qu'en fait, on a fait un très bel objet qui du coup nous a coûté relativement plus cher que ce qu'on pensait. Donc on n'a pas tous les fonds pour le traduire, donc je vous encourage à l'acheter, ça nous donnera des moyens pour le traduire. Mais effectivement, il y a un enjeu à trouver un moyen de financer la traduction au plus vite pour toucher un public plus large, parce que même si le monde francophone est beaucoup plus grand que la France métropolitaine, c'est vrai que c'est un témoignage en interne d'une campagne qui, je pense, peut intéresser un public plus large. Deuxième question, du coup, non, la troisième, est-ce que j'y retourne en 2020? C'est pas sûr. Pour Sofia Chikirou, j'en sais rien parce que je ne la connais pas. Mais à titre personnel, il y a plein de questions qui se posent. Il y a des questions de visa, il y a des questions de moyens, il y a des questions aussi de temps personnel. Et puis, à quel endroit tu te sens le plus utile? Je suis parti là-bas en 2016. En 2016, il n'y avait pas d'élection en France. Ça me semblait indispensable et finalement le plus pertinent à l'échelle de la planète comme endroit pour agir à mon échelle sur la question notamment climatique. C'est plus complexe en 2020 et d'autant plus qu'en fait, depuis 3 ans, j'ai arrêté de prendre l'avion. Donc y retourner pose question, même s'il y a une légitimité à prendre l'avion pour se battre avec les mêmes moyens que l'ennemi pour arriver en tête. Bref, donc, et j'ai oublié ta deuxième question. Oui, le film, je ne l'ai pas vu. L'année a été très prise par la rédaction du bouquin. J'ai une to-watch list assez longue, mais en revanche, s'il y a un film que je peux vous conseiller, même si c'est sur Netflix, du coup, je vous encourage à vous abonner sur le 1 mois gratuit. Vous vous désabonnez immédiatement puisque Netflix est une absurdité écologique. Néanmoins, c'est eux qui le distribuent. C'est le film sur la campagne de Alexandria Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez est du coup une jeune représentante de l'État de New York qui a gagné la primaire en février 2018 et qui du coup était assurée et a effectivement été élue en novembre 2018 pour être représentante du quartier du Queens notamment, enfin du district du Queens. Elle est, comme beaucoup de jeunes démocrates, alignée dans sa vision politique avec Bernie Sanders. Elle a d'ailleurs été en fait bénévole à l'époque en 2016. Et le film est très intéressant parce qu'il retrace le parcours d'une structure qui a émergé à la fin de la campagne. C'est un point que j'ai pas abordé et qui est important, c'est qu'à la fin de la campagne de 2016, comme on savait qu'on était perdant, il y a une vraie volonté de capitaliser sur cette campagne, Bernie ou pas Bernie, Hillary ou pas Hillary. Et du coup, en juin 2016, les différents mouvements, Black Lives Matter, le syndicat des infirmières qui a été massivement engagé dans la campagne de Sanders, notamment en faveur de la santé universelle, mais aussi tout le mouvement environnemental, avec notamment Naomi Klein qui était invitée à cette conférence, s'est rassemblé à une conférence qui s'appelle le People Summit, qui se tenait dans un palais des congrès à Chicago, et qui a commencé à poser les jalons de comment on allait capitaliser sur ce mouvement, et notamment à émerger à la même époque une ONG, un organe politique qui s'appelle Brand New Congress, qui a l'ambition de faire basculer du côté progressiste, ou en tout cas du côté représentant véritable du peuple. Donc, typiquement, en fait, ils agissent tant du côté démocrate que du côté républicain pour avoir des représentants politiques qui sont à l'image des administrés et des citoyens, un certain nombre de circonscriptions. Et c'est cet organisme politique-là qui a réussi à faire en sorte que Ocasio-Cortez ait les moyens de mener une campagne de haut vol et qui fait qu'aujourd'hui, elle est une des voix puissantes de la politique américaine.
Du coup, ce documentaire s'appelle, je crois, Taking Down the House. Mais si vous tapez Netflix Ocasio-Cortez, vous le trouverez. Merci. Du coup, je vais peut-être pouvoir répondre à ta question sur Fahrenheit 11/9. Juste donner rapidement un contexte. Moi, j'ai vécu 20 ans aux États-Unis et je connais Sanders depuis les années 2000, sans pouvoir voter pour lui. Par contre, dans Fahrenheit 11/9, et je pense que c'est de ça, sur ça, je ne sais plus, c'était toi, pardon. C'est sur ça probablement que tu voulais venir. C'était le trucage de la nomination en faveur d'Hillary Clinton qui est montré dans le film. Voilà. Alors, il faut savoir que Wikileaks et Julian Assange ont prouvé que l'élection avait été truquée en faveur d'Hillary Clinton et que donc Bernie Sanders s'était fait voler la nomination. Après, ils sont arrivés, ils ont mis une couche de phobia pour faire croire que les Russes... Mais en fait, le problème, c'est la DNC qui a réellement truqué en faveur d'Hillary Clinton, et c'est montré, ça a été prouvé par Wikileaks. Et c'est ce que montre Michael Moore, justement, quand on voit les levées de main en faveur pour la nomination. Bon, là-dessus, moi, c'est la question que je voulais poser, parce que moi, c'est ce qui me fait peur. Bernie s'étant déjà fait voler la nomination en 2016, moi, j'ai peur que ça se reproduise en 2020, parce que c'est un candidat anti-oligarchie qui leur fait peur, de la même manière que Mélenchon fait peur à l'oligarchie française. Et je me dis, ils vont tout faire à nouveau pour essayer de lui piquer la nomination et l'empêcher d'accéder au pouvoir. Voilà. Le truchement et les manières dont le DNC a organisé la primaire ont évidemment été en défaveur de Bernie Sanders. Je pense que si on accuse un seul acteur, on se trompe. Il faut accuser le DNC, il faut accuser Hillary Clinton et il faut accuser ce qu'ils appellent mainstream media, dans la manière dont ils ont couvert cette campagne. Cette campagne, comme beaucoup trop de campagnes, on l'a vu là sur les européennes, c'était stupéfiant, est couverte par des journalistes qui sont soit par collusion intellectuelle, soit par précarité économique, contraints de couvrir ça comme une course de chevaux et pas comme une question de fond idéologique. Mais la seule question, c'est qui va arriver en tête. Et on l'a beaucoup vu aux européennes. La question, c'était est-ce que c'était LREM ou le FN qui allait arriver en tête. Et de la même manière, finalement, les chaînes d'infos en continu américaines couvrent la campagne présidentielle comme une course de chevaux où on se demande qui va gagner, sans savoir pourquoi, sans savoir avec quel programme. Et l'autre élément aussi qui est assez sidérant, c'est cette passion pour le scandale et voire même pour la création de scandales à partir de que dalle, parce qu'il faut bien faire du commentaire. Et effectivement, Julian Assange, en hackant des emails qui existent, qui n'ont pas été modifiés, a réussi à mettre en lumière des échanges qui sont injustes, qui montrent que la primaire a été pipée. Est-ce que, même sans piper la primaire, Bernie Sanders aurait gagné? Moi, j'en suis pas sûr. Et même si en gagnant la primaire, Bernie Sanders aurait gagné la générale, j'en suis encore moins sûr. Et c'est important de se le rappeler, c'est que oui, il y a plein d'éléments qui nous donnent l'impression que Bernie Sanders aurait gagné en novembre parce qu'il y a des États qu'il a gagné à la primaire, qu'elle a perdu et qu'elle a reperdu à l'élection générale, parce qu'il aurait mené une campagne sur 50 États, parce que plein de choses. Sauf qu'on ne sait pas dans quelle mesure l'ingérence russe aurait été en faveur ou en défaveur de Bernie Sanders. On ne sait pas dans quelle mesure les mainstream médias auraient fait campagne pour Bernie Sanders. Et on ne sait même pas si le Parti démocrate se serait aligné derrière Bernie Sanders. Et c'est du coup l'autre lien, c'est que aujourd'hui, à plein de moments dans les interviews politiques, les journalistes ou les commentateurs, parce qu'il y en a qui font vraiment pas de fond, demandent à Bernie Sanders « Est-ce que vous allez soutenir le candidat démocrate quoi qu'il arrive ?» Il lui répond « Oui, mais en revanche, ce qui serait intéressant, c'est que vous posiez cette question-là aussi à Joe Biden et à tous les autres. Parce que si moi je gagne, est-ce qu'ils vont tous me soutenir ?» Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est incertain. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un grand nombre de réformes qui ont été menées. Il y a plein d'États qui ont été encouragés de passer du format caucus au format primaire, qui est quand même plus démocratique parce qu'il respecte l'anonymat du vote. Il y a beaucoup de primaires ou de caucus qui étaient sur un format qu'on appelle semi-ouvert ou fermé, où il faut être enregistré comme démocrate parfois très très longtemps avant, et qui du coup a bloqué en fait l'accès au vote à un grand nombre de personnes. Typiquement, un exemple qui a vraiment créé du débat à l'époque, c'est la primaire de New York. New York, c'était je crois le 12 avril.
Et pour être électeur à la primaire de New York, il fallait s'être inscrit le 12 octobre. Le 12 octobre, c'était une date qui était antérieure au premier débat entre les différents candidats démocrates à la primaire démocrate. Et aujourd'hui, du coup, typiquement, New York a plus qu'un délai de 2 semaines et demie. Alors, on peut considérer que c'est trop, mais c'est déjà beaucoup moins. Donc il y a plein d'éléments qui sont en direction d'une démocratie plus aboutie. Après, vraiment, il y a beaucoup de clés qui sont tenues par l'oligarchie médiatique et financière, c'est-à-dire que typiquement Bernie Sanders en 2016 arrivait à lever en moyenne $27 par don. Aujourd'hui, il était à 19 en début de campagne, il est à 16 maintenant. Alors, il a plus de donateurs. Typiquement, en 2008, Obama a mis 382 jours à atteindre 1 million de donateurs individuels. En 2016, Bernie Sanders a mis, je crois, 350 ou un peu moins. Et là, on est en train de les dépasser alors que ça fait moins de 180 jours qu'il est en campagne. Donc, il y a plein d'éléments qui sont positifs, mais c'est une vraie question fondamentale qui se pose. Si la dynamique de micro-dons s'essouffle parce que les gens n'ont plus la thune de financer le candidat de leur rêve, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, l'oligarchie financière finance Pete Buttigieg, finance Joe Biden et finance Beto O'Rourke. Et sur ça, j'ai pas la réponse. Ouais, c'est une double question. Le bilan d'Obama, en quoi il pèse encore aujourd'hui? Parce que le fait qu'il ne soit pas allé au bout, ça peut être une indication pour dire, bon, moi, cette fois-ci, il faut y aller pour réussir. Et ça peut être aussi, ce n'est pas possible d'aller au bout. Et puis la deuxième remarque, la deuxième question plutôt, c'est Trump dans tout ce qu'il a d'excessif. Est-ce que finalement, mettre n'importe qui en face lui, mais quelqu'un de pas radical, c'est pas le pire service à rendre à Sanders? Voilà le double aspect de la question. Pire service à rendre à Trump. Et à Sanders, parce que Sanders apparaissant tellement radical qu'il vaut mieux quelqu'un qui soit moins radical, mais qui battra Trump, que quelqu'un qui est hyper radical et qui permettra à Trump de se maintenir. Ça paraît compliqué tout ça. Sur le bilan d'Obama, et c'est intéressant parce qu'on est face à une salle majoritairement blanche, même si la distinction racisée en France est quelque chose qui met tout le monde mal à l'aise. On a tendance à penser que c'était le premier président noir des États-Unis. En fait, c'est le premier président métis. C'est déjà en soi une victoire. Et je ne dis pas du tout ça pour minimiser l'événement politique, historique, culturel qu'a été son élection, mais parce que ça permet en fait de remettre, je pense, un peu d'explication sur pourquoi ce mandat était aussi inabouti. C'est-à-dire que pour les Républicains, c'est le premier président noir, donc il fallait absolument que ce soit un échec total. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un front républicain. C'est pas vraiment le bon terme parce que quand on le traduit en français, ça marche pas. Mais il y a eu un front républicain pour faire que dans l'histoire, Obama ne rentre pas comme un grand président. Et c'est pour ça que les républicains, qui ont quand même pour beaucoup, si c'est pas dans les représentants élus, au moins dans leur électorat, énormément de racistes. C'est pour ça qu'en fait, du coup, ce mandat a été en partie un échec. L'autre élément, c'est qu'effectivement, Obama, si on repense qu'en fait, il est à moitié blanc et pas 100% noir, ça explique aussi beaucoup de manque de radicalité sur la question raciale. C'est quand même surprenant que ce soit sous les années Obama qu'ait émergé un mouvement politique qui s'appelle Black Lives Matter et qui, du coup, sous-entend que pour le moment, elle compte pas tant que ça, tant aux yeux des démocrates qu'aux yeux des républicains. Le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement radical dans ses pensées où ils n'hésitent pas à interrompre les candidats démocrates quand ils ne les trouvent pas suffisamment clairs sur le sujet. Et sur ça, c'est intéressant parce qu'en fait, durant la primaire de 2016, il y avait deux types de réactions. Il y avait la réaction d'Hillary Clinton qui, quand elle est interrompue en meeting, demande aux vigiles de venir faire dégager l'empêcheur de tourner en rond. Il y avait la réaction de Bernie Sanders qui a aussi été interrompue, mais qui a laissé son micro et qui s'est mis en retrait pour donner la parole à ces gens-là. Je ne pense pas que Bernie Sanders soit le sauveur de la cause noire aux États-Unis.
ce serait absurde de le prétendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une empathie avec la cause populaire et du coup avec les minorités raciales victimisées qui est incontestable depuis des années et qui du coup fait que, notamment sur la question raciale, on pourrait espérer plus d'avancées. Donc voilà pour le mandat Obama, et du coup, ce background fait que même s'il a une empathie évidente, on ne va pas nier ça, et puis c'est un type qui a plein de qualités envers les populations qui sont discriminées. Obama n'a pas inscrit dans sa chair et dans son parcours personnel la lutte contre la discrimination. Il a vécu toute une partie de sa vie à Hawaï, qui est un État extrêmement divers en termes de population et beaucoup moins enclin au racisme, et en Indonésie en tant qu'expat. Et du coup, c'est même lui qui le dit dans les Dreams of My Father, qui est son autobiographie. Il explique, moi quand je suis arrivé finalement à Chicago et que mon colocataire noir crachait sur les blancs qui étaient en bas de l'immeuble, je ne comprenais pas. C'est intéressant, je ne dis pas qu'il fallait que Obama crache sur les blancs en bas de l'immeuble, juste que ça montre une distance par rapport à un certain type d'affect radical de la population noire aux États-Unis. Pour la partie Trump, effectivement, il y a quelque chose qui est souvent totalement occulté dans le commentaire politique aux États-Unis, c'est la part prédominante que porte l'abstention. L'abstention a été le premier parti de France aux européennes, le deuxième parti d'ailleurs à l'élection présidentielle, comme l'avait rappelé Jean-Luc Mélenchon, en disant bien que Marine Le Pen était arrivée troisième derrière Emmanuel Macron et l'abstention en mai 2017. Aux États-Unis, c'est encore plus prononcé parce qu'il y a plein d'éléments de complexité de la démocratie qui fait que l'accès aux urnes n'est pas garanti à tout un chacun. L'inscription sur les listes électorales, par exemple, n'est pas quelque chose d'automatique à 18 ans. Le vote, souvent, se passe un mardi, qui est un jour non chômé. Et évidemment, dans le programme de Bernie Sanders et d'Ocasio-Cortez, il y a ces deux mesures de faire que les élections se passent un jour qui est férié et de faire que tout un chacun est inscrit à 18 ans automatiquement sur la liste électorale. Ça semble du bon sens, ce n'est pas le cas. Et du coup, on se trompe en fait en pensant qu'il faut convaincre les électeurs qui votent. Il faut surtout ramener les abstentionnistes aux urnes en s'assurant qu'ils sont enregistrés et qu'ils ont envie. Et sur ça, effectivement, mais je suis probablement biaisé, j'ai la conviction que la personnalité plus radicale de Bernie Sanders ou d'Elizabeth Warren, mais dans une moindre mesure, est capable de créer une vague démocrate dans les 50 États, dans toutes les villes, dans tous les precincts des États-Unis, et qui fasse qu'en fait, on ait une victoire claire envers Trump, parce que, donc, de deux choses l'une, c'est quelque chose de possible. Reagan l'a fait en 1980. En 1980, la carte des États-Unis, 84 je crois, est intégralement rouge. Il n'y a pas un seul État qui n'est pas allé aux républicains. Parce que à ce moment-là, Reagan a réussi à trouver un message qui touchait vraiment tout le monde, et notamment les abstentionnistes. On peut penser que Sanders a la capacité de faire ça du côté bleu, du côté démocrate, parce que le rouge, là-bas, c'est conservateur, et le bleu, c'est progressiste, dans tout ce que progressiste recouvre parfois de manière trop large pour les démocrates. Et l'autre élément, je pense, qui est essentiel à avoir en tête, c'est que Donald Trump a un problème avec la réalité, un problème avec les chiffres, et que si la réalité n'est pas claire et incontestable de sa défaite, il n'y a aucune raison de penser que Donald Trump l'acceptera. Et ça peut donner une situation comme en 2000, où du coup, parce que personne est d'accord sur le résultat, c'est la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, qui arbitre, sauf que elle est républicaine, elle va l'être probablement encore plus, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a une des plus vieilles représentantes, une des plus vieilles juges de la Cour suprême qui est en ce moment démocrate et qui a un cancer du pancréas. Le cancer du pancréas, c'est un des cancers les plus violents qui peut vous tuer en quelques semaines. Ça pose des questions de savoir si on peut vraiment se remettre à ça. C'est pour ça qu'il y a un enjeu de mobilisation massive pour faire que ce guignol parte définitivement de l'échiquier politique américain. J'ai une question suscitée par le fait que tu disais
la possible difficulté de financiarisation de la campagne si les micro-donations n'étaient pas suffisantes. Et je me demandais, est-ce que ce serait possible ou est-ce que ce serait de l'ingérence, j'en sais rien, qu'il y ait une solidarité financière internationale, c'est-à-dire de militants, comme c'est un blog, Internet qu'on fait des micro-donations, est-ce que de l'étranger, on peut faire un micro-don pour la campagne et inversement, est-ce que des militants d'autres mouvements proches du nôtre à l'étranger peuvent participer à la financiation de la France Insoumise, etc. C'est peut-être très naïf comme question, mais bon, voilà. Alors, pour faire un don, ou même pour acheter un t-shirt sur le site officiel de la campagne de Bernie Sanders, vous devez être soit citoyen américain, soit détenteur de ce qu'on appelle une green card, qui est un permis de travail illimité sur le territoire américain. Du coup, c'est illégal. C'est foncièrement illégal. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, typiquement, notre caméraman me l'a expliqué tout à l'heure, on ne peut pas en fait commander à l'étranger un t-shirt de la campagne officielle. Donc, on est obligé de passer par les sites de militants officieux, parce que c'est considéré comme du financement direct de la campagne. Et en 2008, c'était moins clair. Enfin, les règles étaient les mêmes, mais il y avait en fait moins de barrières informatiques. Et du coup, Obama, qui suscitait un enthousiasme mondial, avait reçu des donations qu'il a dû rembourser, mais qui à l'époque avait pas mal nourri l'argumentaire républicain, comme quoi en fait c'était un suppôt de l'étranger. Donc, premièrement, c'est pas légal, et deuxièmement, c'est pas très bon de le faire. Il y a 3 moyens de soutenir un candidat. Il y a lui donner de l'argent, il y a lui donner de la visibilité médiatique, il y a lui donner du temps de bénévolat. Sur la visibilité médiatique, c'est peut-être là où on peut tous agir au maximum. Et pourtant, les réseaux sociaux ont quelque chose d'horriblement vain. Mais néanmoins, donner de la visibilité aux émissions politiques qui vous semblent intéressantes, la partager avec vos amis, qu'ils soient américains ou non, pour montrer que cette élection est un enjeu mondial et que sans dire que Bernie Sanders est le Messie, ce serait quand même vachement cool qu'il soit président en 2020, parce que ça permettrait de faire sauter un verrou qui nous empêche à une transition environnementale, notamment au niveau mondial. Ça, c'est un militantisme qui est autorisé, c'est la liberté d'opinion. Le troisième élément pour soutenir un candidat, c'est lui donner du temps. Aujourd'hui, j'ai pas mal de gens qui me contactent en me disant « J'aimerais trop aller des Sanders pendant les vacances, comment je fais ?» La première chose que je leur réponds, c'est que en fait, si tu y vas, prends pas l'avion. Parce que, non pas que ça vaille pas le coup, mais aujourd'hui, prendre l'avion, c'est bousiller 1 an de votre impact carbone. Et en fait, on n'a plus les moyens de se le permettre. Faire une transat, c'est passionnant, c'est beaucoup plus chronophage, et c'est pour ça qu'en fait, on ne va pas faire campagne pour 15 jours, on va faire campagne pour plusieurs mois. Et l'autre élément en fait, qui rend aussi ça plus compliqué, c'est que je pense que j'ai eu une chance qui moi-même me surprend quand je la raconte, d'arriver dans une campagne qui à l'époque était faite de briques et de broc, peut-être pas, mais qui était quand même en train de se constituer. Souvent, les gens que j'ai interviewés en fin de campagne me disaient on a construit l'avion en même temps qu'on le pilotait. Et c'est pour ça que quand on fait égalité dans l'Iowa, le directeur me dit viens, on t'envoie dans le Nevada. Et puis après, il m'envoie dans l'Ohio. Dans l'Ohio, j'ai été quand même co-directeur d'un bureau de campagne. J'ai eu du coup un salarié sous ma responsabilité et plein de bénévoles. Mais c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir quelqu'un à ma place. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ils ont une campagne qui est plus structurée, donc même s'ils ont des dons unitaires qui diminuent, il y a, je pense, une différence dans la manière de rentrer dans cette campagne, d'autant plus qu'en fait, il y a plusieurs organes dans une campagne. Il y a la partie terrain, il y a la partie digitale, il y a la partie politique, organisation de meetings. Moi, j'ai pu rentrer par la partie terrain, mais la partie terrain, c'est un héritage des années Obama, avec du porte-à-porte, notamment avec des acteurs rémunérés massifs. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'a prouvé la campagne de Bernie Sanders, c'est qu'on pouvait avoir des dizaines de millions de bénévoles qui donnaient du temps. Et en fait, toute cette partie field va diminuer sa masse salariale et va se structurer d'une manière probablement plus organique au niveau du terrain. Donc, de la même manière, ça va être difficile en fait de s'intégrer à cette équipe sur le long terme. Après, si par hasard,
vous avez la chance de faire une transatlantique et puis de rester plusieurs mois aux États-Unis, évidemment, je vous encourage à aller toquer à un bureau de campagne et à proposer de votre temps. Je me demandais donc sur le système électoral américain, pourquoi Bernie Sanders n'a pas choisi de créer un troisième parti, on va dire, démocrate républicain, et puis créer son parti pour éviter la triche justement qui a eu la dernière fois. Est-ce qu'il ne pourrait pas éventuellement, si la triche était avérée cette fois-ci, faire maintenir sa candidature, voilà, et se présenter quand même? En 2016, il y a beaucoup de gens qui, avant même la fin des primaires, ont demandé à Bernie Sanders de se lancer en indépendant. De manière assez amusante d'ailleurs, le 8 novembre 2016, il y a 111 000 personnes qui ont voté pour Bernie Sanders. C'est un des trucs assez folkloriques et en même temps qui montre que la démocratie américaine n'est pas entièrement à jeter. C'est qu'elle a des aspects totalement absurdes dans les deux sens, au sens où il y a encore des États qui, par un héritage du temps où on n'était pas dans un bipartisme aussi installé, font que tant que vous écrivez avec la bonne orthographe le nom de votre candidat, le bulletin doit être comptabilisé. Et c'est arrivé, du coup, il y a 3 États qui l'ont décoté, sachant que 100 000 voix, hein, c'est pas du tout ce qui, dans ces États-là, aurait fait l'écart entre ce qui manquait à Hillary Clinton pour gagner et ce qui fait que Trump a gagné dans ces États-là. Néanmoins, Bernie Sanders ne l'a pas fait parce que aujourd'hui, sortir, en tout cas, je dirais, c'est pas lui qui me l'a chuchoté, hein, j'ai jamais parlé avec Bernie Sanders. Ça frustre beaucoup ma mère, elle m'appelait tous les 15 jours. T'as vu Bernie, il sait ce que tu fais pour lui? Non, en fait, mais comme on est des milliers, c'est tout à fait normal. Mais j'interprète le fait qu'il ne se soit pas lancé comme un acte de responsabilité, parce qu'à l'époque, se lancer, c'était, si Trump gagnait, être assuré d'être accusé de l'avoir fait perdre. Alors qu'on voit bien qu'on n'avait pas besoin que Bernie Sanders se lance en indépendant pour qu'elle perde. L'autre élément, c'est que c'était aussi s'assurer une omerta médiatique à son sujet. Si on a eu des médias qui ont été contraints de parler de Bernie Sanders, c'est parce qu'il y avait une course électorale entre Bernie Sanders et Hillary Clinton. Aujourd'hui, si Bernie Sanders se lance seul, les médias n'ont aucune raison de lui donner de la visibilité médiatique avant la toute fin de la campagne et encore. Aux États-Unis, il y a plein de partis. Il y a le Parti vert, il y a le Parti libertarien, il y a des partis locaux. On n'en entend jamais parler dans les médias internationaux et très peu dans les médias nationaux mainstream américains parce que finalement, ça les arrange bien d'avoir sur un plateau télé un mec de gauche, un mec de droite, point barre. Ça fait tout à fait écho à la dynamique sportive de catch et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que aujourd'hui, en tout cas à l'époque de 2016, la personne qui est en charge de l'éditorial chez CNN est un type qui vient des chaînes de sport. Et ce n'est pas du tout une coïncidence qu'aujourd'hui, le champ médiatique soit monopolisé par 2 partis. Néanmoins, il a créé aujourd'hui son identité propre, son mouvement qui s'appelle Our Revolution, qui d'ailleurs, c'est amusant, n'est plus du tout symbolisé par un âne démocrate, mais par un oiseau. C'est un épisode assez marquant de 2016 quand Bernie Sanders est en meeting à Portland, dans l'Oregon, et il est du coup dans un stadium, 25 000 personnes chauffées à blanc qui font du bruit comme pas deux. Et il y a un petit oiseau qui ressemble à un espèce de rouge-gorge, mais en beige. Ouais, je suis ornithologue. Et qui se pose sur le pupitre et qui regarde Bernie Sanders. La foule en délire crie, c'est incroyable, etc. Et puis Bernie est là, comme ça, comme un vieux papy, il lui sourit. L'oiseau le regarde et puis se renvole. Et Bernie Sanders dit... c'est un signe du destin. En fait, cet oiseau est une colombe, ça n'en a pas l'air, qui nous demande de la paix. Et il enchaîne sur son programme en faveur de la paix au niveau international, etc. Dans l'heure qui suit, avant même que le meeting soit fini, son équipe de campagne design un autocollant avec un petit avion qui s'appelle Birdie Sanders, avec du coup en fait un oiseau bleu et une tignasse blanche et des lunettes noires comme Bernie. Ils le testent auprès d'échantillons de leur base de données en disant achetez l'autocollant, etc. À la fin du meeting, ils ont du coup suffisamment de réponses pour savoir quel est le message qui passe le mieux. Et là, du coup, ils l'envoient aux millions de personnes qui sont dans leur base de données. Et ils lèvent, pareil, dans la nuit, 5,5 millions de dollars.
C'est, je crois, une levée de fonds qui est encore plus importante que celle du New Hampshire. Et depuis, ce petit oiseau est resté en fait le symbole de Bernie Sanders. Il est sûr que la naïveté avec laquelle on a abordé la campagne de 2016 n'est plus du tout de mise, et que l'urgence à faire dégager Trump et je pense aussi à acter le fait qu'en fait, avoir un centriste ne permettra pas de dégager Trump, donne plus de marge de manœuvre en cas de triche avérée du Parti démocrate pour s'en distancier en cours ou en fin de campagne. Après, il va falloir vraiment qu'à ce moment-là, on ait des arguments béton pour montrer que c'est la faute du Parti démocrate et que ce n'est pas un plan joué par Bernie Sanders depuis le début. Sur ça, pour le moment, comme sur beaucoup trop d'éléments, on ne peut pas encore pronostiquer. Moi, je pense rien. Je pense que prétendre savoir est quelque chose de très difficile. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 20 ans. Je me pose une question peut-être un peu naïve, mais étant franco-américaine, bah, voilà, je la pose quand même. Comment est-ce que vous faites campagne pour les Américains de l'étranger pour se mettre sur les listes électorales? Parce que toute la communauté américaine, en tout cas parisienne que je connais, j'en connais très peu qui votent par correspondance, malheureusement. De plus, je suis arrivée en cours de route, donc peut-être que vous l'avez déjà dit, mais dans le cadre d'un pays qui a une cinquantaine d'États, quelle est la stratégie territoriale militante qui va avoir lieu? Et ma dernière question, c'est ayant toute ma famille habitant aux États-Unis, je me rends compte à quel point il y a des enjeux d'éducation énormes. Quels sont les enjeux prioritaires qui vont être amenés par cette campagne et comment on pourrait avoir une action concrète dans cette campagne par rapport à ça, et aussi un peu d'éducation populaire, comme on a pu le voir aussi dans ces amphis. Si j'en oublie une en cours de route, n'hésite pas à me le dire. La première, c'était... Ah oui, les Américains de l'étranger. Alors oui, donc les Américains de l'étranger peuvent voter à la générale. Ils peuvent aussi voter parce qu'ils ont leur propre groupe durant la primaire. Ça s'appelle Americans Abroad et il me semble qu'ils sont planifiés en avril, mais non, c'est pas sur la carte. Je ne connais pas le mécanisme exact pour les mobiliser, pour s'inscrire. Ce qui est sûr, c'est que tant que je ne suis pas sûr de retourner aux États-Unis en 2020, je compte effectivement les aider au maximum là-dessus. Donc, j'espère avoir plus d'infos dans les semaines qui viennent. Et du coup, comment le savoir? Soit je te donne mon mail, soit tu suis Democracies, qui est le compte du bouquin. Donc, il y a ça, parce qu'effectivement, même si c'est un petit contingent électoral, c'est toujours ça de gagner. Et que c'est quelque chose, c'est un État, entre guillemets, même si ce n'est pas le cas, mais c'est une primaire sur laquelle Bernie Sanders avait fait 86% des votants en 2016. Donc on part avec une sacrée avance. Et d'ailleurs, de manière assez amusante, à la Convention démocrate, vous l'aviez peut-être vu, donc Bernie Sanders est un fils d'immigrants, polonais, il me semble, mais surtout son frère est lui-même anglais, et du coup, il vit en Angleterre, mais il est américain, pardon, du coup, il était représentant des Americans Abroad. Il avait pris la parole à la Convention de 2016, et c'est un moment assez émouvant, où même si Bernie a perdu, son frère lui témoigne en fait de la fierté qu'il a d'être le frère, et il lui dit, dans cette manière très américaine de mettre en valeur la famille, papa et maman auraient été très fiers de toi. Et Bernie pleure, ce qui est assez... c'est un moment qui laisse difficilement indifférent. Tout ça pour dire que du coup, sur la mobilisation démocrate à l'étranger, il y a un véritable enjeu, notamment parce que Sanders a aussi vachement développé son versant politique international qui lui avait manqué en 2016, parce que même s'il critiquait le fait que Hillary Clinton était conseillée par Henry Kissinger, et il avait vraiment signifié que lui trouvait ça absolument débile d'être conseillé par le type qui avait directement ou indirectement causé la mort de plusieurs millions de Cambodgiens. Il avait néanmoins un programme qui était relativement faible par rapport à une ancienne ministre des Affaires étrangères. C'est plus du tout le cas parce qu'il a bossé son sujet depuis. Et donc il y a des bonnes raisons pour qu'on mobilise les Américains de l'étranger. La deuxième question, c'est la stratégie à travers les 50 États. Ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure avec le parallèle avec Reagan. C'est qu'en tout cas pour la général, ce qui est sûr, c'est que si Sanders est candidat, il fera campagne dans les 50 États avec la même vigueur, avec la même conviction, parce qu'il y a une abstention massive et que du coup, il y a une réserve électorale
importante si on arrive à dépasser la résignation des gens. Après, pour les 50 États en termes de primaire, là, on est sur une dynamique différente parce que c'est échelonné. Pour le moment, l'important, c'est de faire un excellent score dans les 4 premiers pour arriver en position de force au Super Tuesday qui sera, je crois, le 2 mars, mais on pourra vérifier. Et là, du coup, arracher une grande partie des délégués de Californie pour avoir une marge importante avec le deuxième ou avec le troisième s'il est en position de force, ou en tout cas être dans un trio de tête assuré. Comment ça se résume? Ça se résume par des troupes physiquement présentes sur place, par des formations de bénévoles qui sont déjà en œuvre, que ce soit de manière physique ou digitale d'ailleurs, et par aussi une campagne de publicité, parce que malheureusement il y a encore beaucoup d'argent qui est dépensé là-dedans. La troisième question, c'était sur l'éducation populaire. C'est compliqué d'y répondre en n'étant pas physiquement sur place et H24 dans la campagne, parce que globalement, je m'informe par mes amis et par les médias américains, mais je n'ai pas d'éléments concrets à te donner. En revanche, il y a un point qui est assez amusant, c'est que Bernie Sanders a décidé d'aller parler partout où on lui donnera la parole. Et ça constitue d'une certaine forme d'éducation populaire. Notamment, là, depuis 3 mois, il a fait 2 choses qui sont assez atypiques. Il a été invité à un débat télévisé sur Fox News, la chaîne conservatrice, sur laquelle il était interviewé en fait, par deux journalistes devant un panel de plusieurs centaines de personnes. Et les 2 journalistes lui demandent « Mais vous pensez vraiment que c'est crédible, que les gens vont vouloir avoir votre système de sécurité sociale universelle ?» Et là, il se tourne vers la salle et il fait « Qui a une sécurité sociale privée ?» Tu as quelques mains qui se lèvent. Qui n'en a pas? Tu as quelques mains qui se lèvent. Qui est satisfait de ce système-là? Tu n'as aucune main qui se lève. Il dit qui serait pour une sécurité sociale universelle. Et là, tu as plein de mains, mais surtout, tu as une clameur qui émerge de cette salle et tu vois les 2 journalistes qui sont totalement déconcertés. Donc, il va toucher des gens que les démocrates n'osent pas aller toucher. Un autre truc peut-être plus anecdotique, mais néanmoins amusant qu'il a fait dernièrement, il a été interviewé le 9 août par un type qui fait des podcasts sur les arts martiaux, qui est écouté par des dizaines de millions de personnes aux États-Unis, mais qui parle politique comme ça de temps à autre. Et par ça, il a en fait réussi à toucher des millions de personnes qui n'avaient, ça peut paraître surprenant, jamais entendu parler de ses propositions politiques, parce que même si en 2016, il a été finalement particulièrement médiatisé, il reste encore un sous-marin pour beaucoup de personnes. Ouais. Alors, est-ce que oui, si, j'ai milité un peu dans les zones rurales, mais principalement en ville. Après, ce qui est amusant, c'est que dans le Nevada, qui est un État où il y a en gros 2 grosses villes, Reno et Vegas, et beaucoup de petites bourgades, on avait un lien par des techniques de mobilisation digitale pour faire de l'identification d'électeurs dans des districts où c'était vraiment important, d'un point de vue stratégique divers et variés. Et ensuite, sur la dernière semaine de vote, en revanche, on est allé physiquement rencontrer des gens pour former ce qu'on appelle des precinct captains. Parce que comme on est sur un mode de caucus, c'est important d'avoir une personne qui est ambassadrice de la campagne et qui, le dernier jour, rappelle tous les gens qu'on a identifiés pour venir le matin même au caucus et qui, surtout, s'assure que, durant le caucus, le décompte de voix est fait de manière fiable et juste, que le temps de parole des représentants des différents candidats est équitable et que la fiche qui est envoyée au Parti démocrate local représente de manière honnête ce vote, ce qui n'a pas été le cas en Iowa. Et du coup, on a eu une mobilisation forte pour éviter les triches du côté Clinton dans le Nevada. Juste sur ça, un détail assez amusant. En 2008, Obama a gagné le Nevada avec une minorité de voix, parce que dans une élection où vous êtes au coude à coude avec un autre candidat, globalement, dans un precinct où il y a un nombre de délégués pairs, vous allez de toute façon avoir le même nombre de délégués que la personne en face. Parce que qu'on fasse 42-38 ou 40-40 ou 45-35, au final, quand on arrondit, ça fait 4 délégués par personne. Si on a un délégué pour 10, voilà. En revanche, si vous avez un nombre impair, il suffit de gagner d'1 voix. Et du coup, dans les dernières semaines de la campagne, Obama, son équipe de campagne en tout cas, a stratégisé en disant « Bon, on continue à faire campagne un peu partout, mais comme on est au touche-à-touche dans les sondages, on va mettre 20% ou 30% de plus de forces bénévoles dans tous les districts impairs. » Et du coup, il a arraché la grande majorité des districts impairs, ce qui fait qu'à chaque fois, il avait un délégué de plus, par-ci, par-là.
Et au final, avec une minorité de voix, parce que dans les districts pairs, il perdait légèrement, mais il gagnait autant de délégués, il a gagné le Nevada. C'est quelque chose qui a été mis en œuvre de manière très tardive dans le Nevada, parce que par des lectures, on s'est rendu compte de ça. Mais c'est aussi un élément qui peut répondre à ta question de comment on stratégise, pas forcément au niveau des 50 États, mais au niveau des millions de precincts, donc de circonscriptions électorales, qui sont à gagner une par une. Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est à peu près la réponse que tu aurais si tu parles de Jean-Luc Mélenchon à quiconque aux États-Unis, même au sein du Parti démocrate. En revanche, ponctuellement, comme dans toute mobilisation électorale, ils avaient suivi de manière intense dans les semaines qui ont précédé le premier tour de la présidentielle de 2017, la mobilisation. Et d'ailleurs, à l'époque, donc moi j'étais engagé dans les caravanes insoumises, qui faisaient le tour de la France, et j'étais à Strasbourg à ce moment-là, et je les avais contactés, en gros, parce que du coup, on a des groupes Facebook d'anciens de la campagne de Sanders, et j'avais préparé une tribune qui, en gros, disait Sanders et Mélenchon sont les porteurs d'une même révolution politique qui doit advenir. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir l'audace de le faire passer en tête, et puis on a été, par plein de raisons, empêchés d'y arriver, oser, même si ça peut faire un peu peur, sauter dans cet espoir que porte Jean-Luc Mélenchon. Et à l'époque, j'avais rassemblé une 60aine de signatures d'anciens de la campagne de Sanders qui avaient co-signé, dont Winnie Wong d'ailleurs, qui aurait été là si elle avait pu vous parler de la campagne, pour vous parler de la campagne de Sanders. Et ça a été relativement simple de les recevoir. C'est-à-dire que très rapidement, les gens m'ont dit évidemment je signe. Et à différents échelons de la campagne, voire des gens qui étaient dans son équipe très rapprochés. Bernie Sanders, évidemment, n'avait pas pu prendre position. J'avais essayé par moult canaux de le solliciter, mais pour des raisons évidentes, on ne va pas soutenir un type qui est juste candidat sur un moment politique où il y a un peu d'urgence à le faire et qui peut être préjudiciable à un autre moment. Il s'était tenu en retrait. Néanmoins, du coup, on est identifié comme une force politique progressiste alignée, en tout cas par une partie du stade de Sanders. Enfin, la France insoumise, parce que moi je parle en tant qu'auteur là, évidemment. Ta deuxième question, c'était sur Alexandria Ocasio-Cortez. Ocasio, aujourd'hui, est intéressante parce qu'elle arrive à maintenir pas forcément à amener, mais à maintenir au quotidien dans le débat politique une partie notamment de la jeunesse et à faire une éducation politique qui est parfois surprenante. C'est-à-dire qu'en mai, elle a fait une vidéo Instagram où elle montait son meuble Ikea en buvant du vin et en parallèle, elle expliquait aux gens tous les problèmes qu'il y avait si on laissait le réchauffement climatique dépasser 2 degrés. C'est un truc pour lequel elle est systématiquement moquée par les Républicains, sauf qu'en fait, quand on voit la popularité des vidéos qu'elle partage, en fait, ces gens sont bêtes de se moquer et sont en tout cas de courte vue sur la manière de mobiliser l'électorat. De la même manière, ils s'étaient attaqués à elle parce qu'ils avaient retrouvé une vidéo comme quoi elle avait participé à un lead-up de son université. Et ça peut sembler surprenant en fait que ces gens-là trouvent dramatique qu'on participe à un lead-up d'université, mais c'était un peu pour tenter de la décrédibiliser, de la faire passer pour jeune. Et au lieu de dire qu'effectivement elle était devenue vachement sérieuse depuis, maintenant elle a répondu par une vidéo où elle danse sur une musique, je ne sais plus de quel ordre, mais juste devant la porte de son bureau de représentante au Congrès. Elle a donc aujourd'hui effectivement une visibilité médiatique très forte, qui est en fait une visibilité qui ne tient pas tant aux médias mainstream qu'aux réseaux sociaux. Néanmoins, à ce moment-là de la primaire, il n'y a aucune pertinence à ce que Ocasio-Cortez dise « je veux voter pour Bernie Sanders ». Alors, au passage, ce qui est amusant, c'est que Ocasio, du coup, comme elle est représentante, elle est super déléguée, donc elle aura son avis à dire en juillet prochain. Mais pour le moment, elle n'a jamais exprimé de préférence à l'égard de Sanders. Quand elle exprime une préférence, c'est arrivé il y a 3-4 jours, elle a fait un tweet en disant Sanders est quelqu'un de vachement respectable dans ses positions parce que depuis 40 ans, c'est vrai que je parle vite, depuis 40 ans, il n'a pas changé de discours. Et juste après, elle a fait un tweet en disant « mais il y a plein d'autres démocrates dans la course qui sont tout aussi intéressants dans les positions qu'ils portent », et elle en a cité 3-4. Et en gros, je pense qu'elle attend le moment où soit il y en a un qui se dégage, dans ce cas-là, elle se met à fond derrière lui, soit il y a une course entre plusieurs,
Et là, elle pourra vraiment être faiseuse de roi ou faiseuse de reine dans la course au sein du camp progressiste. Après, j'ai du mal à imaginer qu'Ocasio-Cortez attende la toute fin de la primaire pour se positionner, mais ça peut être aussi une stratégie de dire, en fait, en tant que superdélégué, mon devoir, c'est d'avoir une réserve, parce que je laisse le jeu démocratique se faire de base, et puis je m'exprimerai au moment où on me propose de donner un vote, mais pas avant. De la même manière, et pourtant je serais très heureux, mais Ocasio-Cortez ne me dit pas ce qu'elle fait, Bernie Sanders non plus, donc c'est juste des interprétations que je te livre là. En fait, c'est plus pour revenir sur ce qui a été dit à différents moments que pour poser des questions. Concernant le mouvement Black Matters, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est surprenant qu'il ait émergé sous Obama? Peut-être que non, peut-être qu'il se sentait la possibilité, effectivement, de pouvoir s'exprimer en étant ou non, ouvertement ou non soutenu par un président, mais d'avoir un président différent. Est-ce que ça n'aurait pas favorisé l'émergence du mouvement? Bon, c'est une question que je me pose et du coup que je vous pose. Quelque chose alors à Toulouse, on dit tafuré, c'est un occitanisme, me tracasse. Par rapport à l'âge de ces candidats, moi, voilà, les salariés, ils ont des âges de retraite. Bon, et bien des gens qui ont 79 ans, 80, les conserver effectivement, même avant d'ailleurs, hein, comme des appuis, des sages, sont des gens qui sont bien évidemment pas jetés, mais bon, gérontocratie évidemment masculine, n'est-ce pas un peu lassant, et est-ce vraiment nécessaire? Et quant à Madame Ocasio-Cortez, elle a effectivement ces vidéos qui sont époustouflantes d'humour, de dynamisme, et c'est peut-être quelque chose à voir aussi de la même manière. Il y a une jeune femme qui, dans le même esprit, alors pas du tout pour des raisons électoralistes ou politiques, fait des vidéos sur la psychanalyse. Ça s'appelle L'Angoisse. Elle se maquille en vous expliquant le complexe d'Oedipe, etc. Et c'est tordant. Alors que ce n'est pas des sujets drôles du tout, mais c'est tordant. Je viens de voir l'heure et à 17h30, on doit faire une dédicace à la librairie. Du coup, malheureusement, ce sera la dernière question que je prendrai, mais on peut continuer à discuter sur le chemin et puis là-bas. Donc, l'âge de Sanders et Ocasio, et en gros, quel ton de communication politique. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Donc, Black Lives Matter. Effectivement, il est possible que dans un moment où le sentiment de répression potentielle aurait été plus fort, le mouvement de Black Lives Matter n'ait pas émergé. Ce qui est surprenant plutôt, c'est qu'il ait été pour le moment sans conséquences politiques. C'est-à-dire qu'il a émergé, il a été écouté médiatiquement, mais néanmoins, il n'y a eu aucun changement fondamental dans les méthodes de recrutement et de formation de la police, qu'elles soient fédérales ou au niveau des États, alors que en fait, le mouvement Black Lives Matter a émergé parce que des Noirs continuent régulièrement à se faire buter par la police. D'ailleurs, aux États-Unis, mais en France aussi, les personnes de couleur sont plus enclines à être tuées par la police. Le collectif Adama le rappelle suffisamment régulièrement. Et ce qui est surprenant, c'est finalement d'avoir eu un président noir qui n'a pas essayé de faire passer une législation pour faire évoluer les méthodes de formation de la police à ce sujet-là. Sur l'âge de Sanders a passé quand même toute la période de 2016 à 2019, jusqu'au début d'année, à dire aux gens qui lui demandaient « Est-ce que vous allez être candidat en 2020 ?» Il répondait « Je serai candidat si deux choses. Je suis la personne la plus pertinente pour faire avancer les idées progressistes au sein du Parti démocrate, et je suis la personne la plus pertinente, je considère en tout cas à ce moment-là que je suis la personne la plus pertinente pour battre Trump en novembre. » Si Sanders s'est lancé en mars, ce n'est pas à reculons, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse doublement positive pour une autre personne que lui. Parce qu'on est sur un espace médiatique qui est saturé et où le fait qu'il ait fait une campagne avant et qui lui donne cette name recognition, qui est en fait le terme pour parler de renommée aux États-Unis, qui est beaucoup plus importante que tous les autres progressistes, fait dire que ce serait dommage de ne pas pouvoir capitaliser là-dessus.
Néanmoins, il a fait en sorte que des femmes et des minorités et des hommes plus jeunes que lui émergent au cours des 3 dernières années comme d'autres voix des progressistes aux États-Unis. Pour le moment, cet âge de Sanders, qui est aussi l'âge de Biden, qui a 76 ans, qui est aussi l'âge de Trump, qui en a 73, ou 74, je crois, récemment, n'est, d'une certaine manière, chanceusement, pas une question, parce que Sanders fait face à un vieux blanc mâle dans la primaire démocrate et à un vieux blanc mâle dans l'élection générale s'il est candidat démocrate. Si l'un de ces deux types, ou l'un des trois, a une attaque cardiaque, si Trump démis de ses fonctions pour des raisons X ou Y, ou si Joe Biden s'effondre dans la course assez rapidement, la question de l'âge reviendra, et à ce moment-là, il va falloir que Sanders trouve des moyens d'y répondre. Ce que j'imagine, mais c'est un scénario parmi 1000, c'est qu'il pourrait... Déjà, alors premièrement, Sanders n'a aucun problème de santé, il le montre de manière suffisamment régulière en faisant des séances de basket en live avec les gens pour montrer que même à 79 ans, il sait encore faire du sport. Et du coup, il ne montrera pas de blanche sur ça, sur son curriculum de santé. Et par ailleurs, il a de fortes probabilités de, implicitement ou explicitement, parler assez tôt de qui sera son vice-président. Parce que donc, aux États-Unis, contrairement en France, quand le président meurt, on n'a pas l'obligation de faire dans les mois qui viennent une nouvelle élection, mais on garde l'élection 4 ans après, et en revanche, c'est le vice-président qui prend le mandat. D'ailleurs, du coup, on résume souvent le fait que le vice-président n'a comme seul rôle que d'attendre que le président meure. Ce qui n'est pas très enthousiasmant, mais bon. Et a priori, dans ces cas-là, il nommera une personne plus jeune, probablement féminine, probablement issue des minorités, pour compléter son profil de vieux mâle blanc. La dernière question, c'était sur Ocasio et l'humour. Il ne faut pas croire que Sanders, sous prétexte qu'il est vieux, n'a pas d'humour. Et il y a plein de moments où, en fait, il se nourrit aussi de ça. Après, il est quand même excessivement, on n'est jamais excessivement attaché au fond, mais il n'aime pas faire du buzz pour du buzz. Donc, c'est toujours quelque chose qui est construit politiquement. Et pour le moment, à cette étape de la campagne, l'important, c'est de porter son contenu politique. Mais je suis sûr et j'ai hâte qu'on voit avec surprise les entre guillemets surprises que son équipe de communication a préparées. Ce qui est sûr, c'est que là où Sanders arrive par l'humour à amener les gens, Joe Biden fait des gaffes qui ne font rire personne. Je vous remercie. Du coup, petit moment promotion, si vous voulez acheter le bouquin, soit vous pouvez là, soit ce sera à la librairie. Et on a aussi une super affiche qui va vous permettre, si vous l'affichez dans vos toilettes, de suivre la primaire démocrate avec le trombi des 25 candidats et l'ordre des États dans lesquels ils vont voter, pour que vous puissiez vous-même en fait, vous mettre à jour au quotidien du tiercé, quarté, quinté plus de la primaire démocrate.